Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Grossi, qui est venu avec son frère Roland Grossi, tous deux éclairagistes à l'Opéra du Rhin de Strasbourg. Donc, cette conférence intitulée 40 ans de rencontre avec les éclairagistes de l'Opéra du Rhin s'inscrit dans le cadre de notre partenariat avec l'association Luminaris et dans le cadre de l'année internationale de la lumière. Donc, proclamée par les Nations Unies, l'année internationale de la lumière a pour objectif de sensibiliser les citoyens à la lumière, à l'importance de la lumière dans leur vie quotidienne et de toutes les technologies qui sont associées. Voilà. Mais pour présenter cette conférence, je vais laisser la parole à Christian Peukert, qui est éclairagiste de spectacle, enseignant à l'Université de Strasbourg et à l'École de Régie nationale en Belgique, et qui est directeur artistique de l'association Luminaris. Voilà. Alors en fait, je vais d'abord vous parler un peu de Luminaris. C'est une association assez jeune qui a été créée dans le but de faire découvrir la lumière dans le domaine des spectacles vivants, et plus particulièrement le théâtre, l'opéra et la danse. Notre motivation pour cette association est de développer les réflexions sur l'utilisation de la lumière à travers les âges, le passé, le présent et le futur. Du coup, Luminaris s'est donné 3 missions. C'était d'abord des échanges, des ateliers ou des conférences, avec des échanges de gens pour qui c'est le métier de faire de la lumière, ou des échanges avec pourquoi pas des workshops ou des thèmes qu'on aborderait, avec un public qui peut être soit étudiant, soit professionnel, soit amateur. C'est vrai qu'à Strasbourg, nous sommes assez riches de gens qui font du spectacle et qui ont pour passion aussi le monde culturel. Nous avons notre deuxième mission qui est la pédagogie. Donc nous essayons de mettre en place des petites formations pour les enfants du primaire. On trouve que la lumière, c'est souvent quelque chose on pense que pour les enfants c'est inné, alors qu'en fait il faut aussi peut-être leur donner les mots sur certaines choses. Donc on développe des petites valises de formation comme ça, on essaye ça avec les enseignants, c'est plutôt assez intéressant. Et notre troisième mission, c'est la conservation. Le temps passe, ces messieurs vont nous en parler un petit peu. 40 ans de métier, d'éclairage à l'opéra. Mais en fait, la lumière, c'est plus que 40 ans. Alors, on va partir, nous, de l'avènement de l'électricité. Mais le temps va tellement vite, les technologies vont tellement vite, les objectifs aussi. Et donc, nous, on s'est dit, on s'arrête un petit peu et puis on conserve le matériel. Donc on a notre troisième mission qui est de conserver le matériel qu'on a utilisé et qu'on utilisait dans nos spectacles. Voilà, alors le Luminaris, en partenariat avec le Jardin des Sciences, est fier de donner la parole à 2 personnes qui ont marqué leur temps à l'opéra, au service électrique, et donc 40 ans d'évolution technologique, de l'épiscope à l'halogène, du HMI au LED, et puis 40 ans à traduire en lumière des demandes artistiques. Daniel et Roland, en gens de l'ombre, sont rarement conviés à des conférences. Mais voilà, dans les nombreuses visites techniques que j'ai pu faire avec eux, en fait, ils ont été toujours très bienveillants et toujours intarissables sur le sujet. Donc on va leur laisser la parole et puis voilà, on va passer un bon moment avec eux. Merci bien. Bonjour, donc moi c'est Daniel et voici Roland. Donc on vous présente un peu notre parcours qui a duré, les deux ensemble, presque 70 ans, mais moi 40 et lui 30 ans. Donc je suis arrivé à l'opéra en 75 et j'ai découvert un nouveau métier parce que ma formation de base, c'était électricien en bâtiment. Donc, il n'avait rien à voir avec le milieu du spectacle. Donc, arrivé dans cette maison, j'étais étonné, surpris par la grandeur de ce théâtre, puisque, on est allé au théâtre 1 ou 2 fois, mais l'ampleur, quand on est debout sur une scène, c'est extraordinaire. Et d'être dans ces murs, c'était vraiment une grande émotion pour moi.
Le problème, c'était comment se déplacer dans un théâtre, parce que au niveau termes techniques, on m'envoyait à cour, ben, je ne savais pas où était la cour, on m'envoyait à jardin. Je ne savais pas non plus. Ah bon, alors on me racontait des histoires, c'est le côté cœur. Oui, le cœur, il est où? Ah, il est à droite, mais je me tournais, il était toujours à droite. Donc, c'était pas évident au début de s'orienter sur la scène, sur le plateau. Alors, aller au lointain, ben, le lointain, c'était assez dur, quoi. Donc, il fallait apprendre tous ces termes techniques déjà pour se déplacer. Quand on vous envoyait à un endroit ou à un autre pour travailler, il fallait bien qu'on aille au bon endroit. Donc, il y avait tout ça à apprendre. Et après, il y avait les termes techniques au niveau matériel. On vous disait, allez chercher ceci, allez chercher cela. Oui, moi je veux bien, mais il faut connaître le matériel. Et tout ça, on a mis quand même quelques années, surtout avec le matériel, pas à connaître le matériel, mais à l'employer. À savoir avec quel projecteur on peut faire quoi. Parce qu'il y a tellement de sortes de projecteurs qui existent qu'on ne peut pas dire demain on achète un simple projecteur et on éclaire cette salle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque appareil a vraiment une spécificité d'emploi, parce que sinon ce serait trop simple. Donc c'est vrai que pour les mots techniques, pour se déplacer à l'opéra, la cour, comme ici c'est la scène, voilà, la cour est de ce côté, le jardin est de ce côté. Je me retourne, c'est toujours pareil. Il n'y a qu'en Allemagne où ils ont gardé le côté gauche et le côté droit, et ça fonctionne très bien. Hein. Je ne sais pas pourquoi eux, ils ont réussi. Donc, quelque part, les gens racontent que cour et jardin vient de Louis XIV. J'ai lu dernièrement que c'est pas vrai. Qu'à l'époque de Louis XIV, ça s'appelait le côté roi et le côté reine sur scène. Et que c'est après la Révolution seulement qu'on a donné le nom de cour et jardin. Après, quand on vous dit aller au lointain, c'est-à-dire quand vous êtes debout à l'avant-scène, près de la fosse, aller au lointain, c'est de reculer. Ou d'aller vers la face, c'est d'avancer. Donc, tous ces termes, il fallait les apprendre. Et puis, au début, c'était pas simple. Parce qu'en plus, on vous donnait parfois l'ordre en français et en allemand. Puisque, à l'époque, en 1975, quand on y arrivait, le personnel qui travaillait comme électricien et éclairagiste parlait beaucoup plus, enfin, pas l'allemand, mais l'alsacien entre eux que le français. Donc déjà là, il y avait un problème. C'est vous connaissez le terme en alsacien, mais dès qu'on vous le disait en français, c'était déjà un autre problème, un autre souci. Ça nous a servi pour partir en déplacement en Allemagne. C'est vrai qu'on connaissait pas mal de termes techniques, puisqu'on était habitués. Parce qu'il y avait même les anciens, bon, je vous expliquerai après un peu ce que c'est les relevés de piquage, mais ils notaient, mais tout en allemand. Donc au début, ça nous choquait, quoi. Mais c'était pour eux une habitude, quoi. Donc on naviguait entre les termes techniques en français et en alsacien. Voilà un peu pour vous raconter mes débuts. À l'opéra, je pense que quand toi t'es arrivé, c'était... C'était un peu différent déjà. Mais c'était le souci. Parce que ce problème, je l'avais déjà pendant mon apprentissage comme électricien. Ou sur les chantiers, on m'apprenait... je ne sais pas, de brancher maintenant un interrupteur, et on me l'apprenait en alsacien. Et quand j'arrivais à l'école, on me disait, il faut faire un va-et-vient, mais je dis, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand on me le disait en alsacien, je dis, ouais, mais ça j'ai déjà fait. Donc c'était un peu chaotique de tout transcrire, mais en fin de compte, ça allait, quoi. Là, je vais vous faire une petite présentation de l'opéra. Quand je retrouve, il faut que je retrouve la flûte. Voilà. Pour vous montrer un peu l'intérieur de l'opéra. Bon, ça c'est un fascicule que vous pouvez trouver sur le net, c'est l'histoire de l'opéra, mais je l'ai surtout téléchargé pour vous montrer certaines photos. Bon, l'opéra, il a été créé dans les années 1800, après il a brûlé, ils l'ont reconstruit. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des changements, que ce soit au niveau scénique et tout, ça a toujours été fait par les Allemands. Et rarement pas par les Français, puisque au niveau électrique, tout a été fait par les Allemands, et ça n'a pas été électrifié par les Français. Hein. Parce que, quand moi je suis arrivé, tout était encore signalé en allemand. Le jeu d'orgue où on allumait et éteignait les projecteurs, c'était en allemand, la dénomination. Donc, tout a été restauré et surtout suivi par les Allemands, quoi. Le système de porteuse, c'est-à-dire une perche où on accroche les décors, contrebalancée,
ça a été aussi fait par les Allemands. Et bon, ce système est, je ne sais pas en quelle année il a été mis en fonction, mais on s'en sert encore actuellement. Donc, je vais un peu vous montrer ce que c'est. Donc, ça vous connaissez, je pense. Là, vous avez une image qui est... Ici, c'est la fosse d'orchestre sur votre... Là, il y a un pointeur. Voilà. Là, il faut appuyer sur le bouton du haut. Du haut. Ouais. Là, il y a la fosse d'orchestre. Ça, c'est une caméra qui filme le chef pendant les opéras. Et sur scène, de chaque côté, il y a des moniteurs pour que les chanteurs ou les choristes puissent suivre le chef d'orchestre. Et ça, c'est les télés qui sont en coulisses où cette image est retransmise. Tout est retransmis dans les loges aussi. Il y a un retour son et il y a un retour image dans les loges pour que les artistes, quand ils ne sont pas en scène, puissent voir où en est le spectacle et qu'ils soient toujours prêts, quoi. Bien qu'il y ait un régisseur qui les appelle. Bon, dans les années 75, 80, il n'y avait que le son, il n'y avait pas l'image. Hein. Donc voilà, l'opéra, c'est une image vue de la salle. Donc là, il y a le côté jardin, là, il y a le côté cour. Derrière, c'est un cyclo et c'est le lointain et la face, c'est devant. De côté, vous avez la tourelle cour qui est derrière le manteau, là, et de l'autre côté, la tourelle jardin. Au-dessus, qu'on ne voit pas puisque c'est fermé par le cadre, il y a encore à l'heure actuelle le pont d'éclairage où il y a plein de projecteurs qui sont installés. Et qui peut bouger de 7 mètres jusqu'au sol. Jusqu'au sol. Ouais. Donc ici, vous avez des photos des coulisses. Alors, pour les coulisses, par terre, on balise tout le temps, c'est-à-dire que pendant un opéra, il n'y a pas beaucoup d'éclairage dans les coulisses. Donc, pour sécuriser, à cause des artistes qui se promènent et tout, il faut mettre des flèches partout. Et donc, ça, c'est c'est des normes de sécurité. Alors, ce que je vous montre là, c'est la régie, c'est-à-dire le régisseur de scène qui donne les tops lumière ou les tops aux artistes ou les tops de changement de décor se trouve derrière cette console. Bien que, à l'heure actuelle, on l'utilise moins puisqu'il y a les interphones, il y a des systèmes comme ça, mais avant, on utilisait des signaux lumineux qu'on actionnait par ces interrupteurs. Et l'avantage qu'on avait, c'est que c'était 2 ampoules en série. Donc, le signal, pour dire attention, il allumait, donc le signal devenait jaune. Et dès qu'il coupait, il fallait faire la manœuvre. Et les ampoules, on les mettait en série parce qu'on était sûr, en série, ça fonctionne. C'est une des ampoules qui ne fonctionne pas, donc le système ne s'allumait pas. Ce système est encore utilisé pour le chef d'orchestre en voyant rouge et en voyant vert, pour donner le départ du spectacle ou, en cas de problème sur scène, parce qu'on ne sait pas, un jour il peut y avoir un problème, pour qu'on puisse arrêter la musique. Donc voilà. Et ce pupitre, il a été confectionné par nous, d'ailleurs, dans les années 80. Donc, et il est encore en fonction. Au-dessus, bon, c'est des curseurs pour allumer et éteindre la salle. Sur scène, quand on est en répétition, on ne va pas envoyer une personne dans la cabine de lumière juste pour allumer et éteindre la salle. Voilà. Ça, c'est un peu vous expliquer. Alors, bon, cette image là-haut, c'est un châssis de décor sur roulette. C'est des décors qu'on peut déplacer sur scène comme on veut. Maintenant, ils ont trouvé un autre système de décor pour qu'il soit vraiment fixé au sol. Ils ont des coussinets d'air comprimé et qui gonflent ou ils lâchent l'air pour que le décor reste vraiment au sol pour qu'il ne puisse pas bouger. Donc, c'est un système que l'opéra a inventé. Ici, on voit une porteuse. Bon, ici, c'est un pont stacco qu'on appelle, où il y a des projecteurs d'accrocher. Donc ça, c'est une installation. Pour chaque opéra, on installe des projecteurs à demande. Ça peut aller de 10 projecteurs à 100 projecteurs. Seulement, nous avons à l'opéra un grand problème de charge. Comme on a des porteuses où on peut accrocher des choses, le maximum, c'est dans les 200 kilos. Au-delà, on peut aller jusqu'à 400, mais on double alors les porteuses, puisqu'il faut mettre des contrepoids pour pouvoir les monter, les descendre, c'est-à-dire les appuyer et les charger. Mais ça, c'est des moteurs, c'est des ponts stacco qui sont levés avec des moteurs électriques d'1 tonne chacun. Mais on se restreint quand même à un certain poids parce que
la charpente ne soutient pas un poids indéfini non plus. Donc, tout ça est calculé avant. Et souvent, c'est notre grand problème en travaillant avec des éclairagistes qui vous mettent 50, 60 projecteurs sur un seul plan. Donc, on leur dit, ça va pas. On dit, oui, mais chez vous, ça va pas. Dans nos théâtres, ça va. Alors, parfois, c'est un peu des conflits, mais on arrive toujours à... Il faut savoir qu'il y a des théâtres où vous avez des porteuses qui font 300, 400 kilos facile. Nous, on n'est pas encore à ce stade. Non. Vous voyez, ça, c'est une porteuse. Là, ça, c'est l'image d'une porteuse qui est partie. Pourquoi? Voilà. Et là-dessus, nous accrochons des projecteurs. Et ici, c'est des contrepoids. Disons, ces 4 poids, c'est déjà le poids réel de la porteuse à vide. Puisqu'à vide, il faut un certain poids pour qu'on puisse la monter ou la descendre en l'équilibrant. Parce que sinon, une seule personne ne pourrait pas la manœuvrer. Ce serait impossible. Ici, on voit, c'est tous les fils qui passent. Parce qu'à l'opéra, on ne dit pas une corde, on dit un fil. Et tous les fils qui passent dans les poulies pour entraîner ce système. Vous voyez? Et ça, c'est sur la passerelle de commande où vous avez le système de clé pour bloquer la porteuse quand elle est arrivée à la bonne hauteur. Et il ferme cette le clé. Le voyant blanc, là, c'est le repère où il doit arrêter sa porteuse. Là. Voilà. Ou là, ils mettent un petit fil pour avoir à la bonne hauteur. Il y a beaucoup de théâtres où ils ont les porteuses électriques. C'est vrai que c'est pratique, vous appuyez sur un bouton, mais le jour où ça reste accroché à un morceau de décor, à un autre décor, vous ne le sentez pas. Ici, vous avez quand même la sensation et vous sentez que vous êtes accroché quelque part, parce que sinon, tout le décor qui part, ce serait... Je crois que c'est jamais arrivé vraiment à l'opéra. Il nous est déjà arrivé quelques petits problèmes techniques, mais je pense que les spectateurs ne l'ont pas tout de suite remarqué. Si, dans un spectacle, mais je ne l'ai pas vu, mais on m'a raconté qu'ils avaient joué Samson et Dalila, et à la fin, un Samson qui écarte les colonnes, et c'était des blocs de polystyrène, un sur l'autre, et au milieu, il y avait une goupille qu'ils avaient mis dedans, et normalement, vers la fin du spectacle, il fallait libérer cette goupille, mais ils avaient oublié de la mettre, et il s'est adossé aux colonnes, et les colonnes sont tombées longtemps avant la fin, quoi. Mais bon, c'est une anecdote, quoi. Donc voilà, le système... Il faut savoir que ce poste, il n'est pas vraiment aveugle, mais ils n'ont pas une très bonne vue. Ils n'ont pas de visibilité sur scène. Sur ce qu'ils font. Parce que, si vous voulez, la scène est là. Ici, c'est la cage de scène. Et ça, c'est de côté sur des galeries. Donc, ils n'ont aucune visibilité. Donc, ils évoluent vraiment au feeling, quoi. Bon, maintenant, avec la vidéo... Avec la vidéo, c'est un peu plus simple pour eux. Donc, voilà, c'est un machiniste qui est en train de... Un cintrier, pardon. Et là, on voit le croquis du système. Et ça s'appelle des portes. On dit contrebalancé ou à l'allemande, parce qu'il y a un autre système qui existe, mais sans contrepoids. Alors là, les 4 fils qu'il faut pour tirer cette porteuse, ils sont tirés tous les 4 à la main, ensemble. Mais là, il faut vraiment, s'il y a 200 kilos, il faut tirer les 200 kilos. Mais il y a encore quelques théâtres, de vieux théâtres qui l'utilisent, mais rarement. Voilà, et là, c'est pour vous expliquer vraiment le plan géographique sur scène. Donc, le lointain, c'est le fond de scène. Là, c'est court. Les coulisses, et bon, dans les coulisses, on entrepose d'autres décors ou n'importe. Voilà, la scène, le milieu, la face. Là, il y a la fosse. Bon, l'avant-scène ou proscenium, logiquement, comme à l'opéra, c'est les loges qui sont de côté dans la salle. On appelle ça les prosceniums. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, un peu vous montrer les projecteurs qu'on avait à l'époque, quand je suis arrivé. Voilà. Donc, j'espère que les photos sont dans l'ordre, parce que... n'arrive pas. Si, mais ils ne sont pas dans l'ordre. Donc ça, c'est un ancien projecteur, une des toutes premières générations.
on a appelé ça des appareils, des découpes. Donc avec, bon ici, je vois qu'il manque, mais là en bas, on a un petit levier. Normalement, il y en avait en haut, deux de chaque côté et en bas. Et c'est des couteaux qu'on enfonce dans l'appareil. On peut découper un rectangle ou un triangle, ce qu'on veut, une forme. Et en jouant devant avec la focale, on pouvait rendre le rayon ou net ou flou. C'est-à-dire, voilà, si maintenant on découpait sur une porte, on voulait éclairer que la porte, prenez ce style d'appareil et comme ça on pouvait bien couper les bords, quoi. Mais ça c'est une des premières générations. Après ça c'est quand même un peu modernisé. Bon, on n'est pas encore à cela, je vous montrerai après cela. C'est juste pour vous montrer les toutes premières générations de projecteurs. Voilà, ça c'est les premiers projecteurs avec des ampoules épiscopes, c'est-à-dire sur l'ampoule il y avait le réflecteur. Vous voyez bien que le réflecteur, il est derrière l'ampoule, là. Là, vous avez l'ampoule et le réflecteur derrière. Et devant, vous avez la lentille. Donc, on appelle ça, dans le langage théâtre, un PC. Alors, vous vous rendez compte, en 75, je viens, me demande, cherche le PC. Bon, d'ordinateur portable, il n'y en avait pas trop non plus. Mais c'était un PC. Alors, on appelle ça un PC parce qu'il y a une lentille convexe. Mais la lentille, à ce genre de projecteur, on peut la changer. On peut mettre une lentille Fresnel. La lentille Fresnel, c'est une lentille qui a des stries. La différence entre les deux, avec une lentille convexe, le rayon est net au sol. Vous avez vraiment le rond, vraiment net d'appliquer, tandis qu'avec une lentille Fresnel, c'est plus diffus. Le rayon est diffus, on ne voit pas d'arête du rayon. C'est pour ça qu'on utilise les deux. Maintenant, on peut utiliser un plan convexe et mettre un diffuseur devant pour vraiment pour flouter la lumière. Et ça, je vous le ferai passer après, vous pouvez voir. C'est des échantillonnages de couleurs, de toutes les couleurs qui existent en ce moment pour mettre devant les filtres, pour mettre devant les projecteurs. Au début, ça c'est l'échantillonnage d'il y a 30, 40 ans, il y en avait peut-être, je sais pas, 60, 70. Maintenant, il y en a plus de 300 des couleurs, des filtres différents pour mettre devant les projecteurs. Et la différence entre les deux, c'est que cela était juste teinté sur la surface, donc on mettait ça pendant 3 heures devant un projecteur. Déjà, il froissait et il devenait blanc. La couleur partait. Donc, et comme à l'époque, on n'avait quand même pas trop d'argent à l'opéra, on ne les jetait pas à chaque fois. Hein. Je vais vous dire, on les utilisait sur 2-3 spectacles. Mais après, il devenait tellement... Ça devenait dur. Donné, parfois, il y avait un trou. Ah bon, on était obligé de les jeter. Mais on aimait bien, à l'époque, les utiliser parce que c'est rigide. Il n'y avait pas besoin de porte-filtre ou les mettre dedans pour les mettre dans la cassette devant l'appareil. Bon, ici, on ne le voit pas, mais je vous le montrerai. Tandis que les nouveaux, c'est vraiment tout fin, tout mince. Il faut mettre dans un porte-filtre, sinon on n'arrive pas à le mettre devant le projecteur. Mais ça tient la chaleur puisque c'est teinté vraiment dans la masse, dans le plastique même, quoi. Bon, les prix, je pense, n'étaient pas les mêmes non plus. Je vais voir. Il faut que j'avance. Donc ça, c'est une nouvelle génération de projecteurs qu'on appelle aussi un PC. Et voilà, celui-là, il a une lentille Fresnel. Mais, ouais, elle est déjà... Là, on le voit. On le voit, là. Et celui-là est déjà avec une ampoule halogène. Et dans cela, il y a un réflecteur. Puisque le réflecteur, c'est un miroir qu'on a derrière pour diffuser la lumière vers l'avant. Donc ça, c'est un appareil qu'on appelle une découpe. Alors là, vous voyez très bien les 4 couteaux qu'il y a autour pour vraiment découper. En plus, il y a un endroit en haut où on peut insérer des gobos. Des gobos, c'est-à-dire, comment vous expliquer ? On peut faire un effet feuillage. On a fait un effet feuillage, c'est des plaques métalliques où il y a un arbre de gravé dedans et tout. Et on peut le mettre là-dedans et le projeter. Parce qu'il y a quand même plusieurs lentilles dans ces appareils où on peut projeter des images, plus ou moins. Je vous montrerai après ce que c'est exactement les gobos, puisque j'ai un exemple. Ça, c'est un appareil pour poursuite, c'est-à-dire quand vous avez un opéra et puis vous avez le rayon qui suit l'artiste, c'est une poursuite. Mais
Et alors devant, vous voyez, là vous avez les caches où on peut mettre les filtres de couleur, on peut en mettre différents. Ici, plusieurs. Alors on tire sur la manette, le filtre il s'engage dans le projecteur. Et de côté, il y a des manettes pour l'obturateur, pour ouvrir le rayon, le fermer. Ou pour... ici, cette manette, c'est pour avancer et reculer la lentille, pour agrandir ou réduire le rayon ou le flouter. Il faut dire que les premières poursuites qu'on avait à l'opéra, c'était des projecteurs à arc où il y avait 2 électrodes qui se rencontraient comme les anciens appareils de cinéma, tout à fait. Mais le problème, c'est que l'électrode était poussée par un petit moteur électrique et souvent, ça ne fonctionnait pas tellement bien. Alors, il fallait suivre le personnage sur scène et vérifier que l'électrode soit au bon endroit. Et on l'a gardé quand même assez longtemps, ce système. Et c'était des appareils, mais énormes. Hein. C'était vraiment énorme. Et ça dégageait quand même une chaleur et de la fumée. Et de la fumée. De la fumée toxique. Il y avait une extraction. Oui, il y avait une extraction, mais... Elle était quand même assez nocive à l'époque, cette fumée. Ça, c'est une autre découpe que je vous montre, puisque on en parlera plus tard, mais c'est la même que les autres, mais elle est à LED, tout simplement. Voilà, parce que maintenant, ils commencent à produire des projecteurs avec de la LED. Il y a du bon, il y a du mauvais. Pour nous, Opéra, de la puissance n'y est pas encore. Parce que pour avoir l'équivalent de 1000 watts, c'était quand même dur de trouver déjà de la LED. Mais ça existe, mais c'est au début. Mais je vous expliquerai que pour nous, pour l'instant, c'est déjà une chose qui est chère, horriblement chère. Et comme nous, on travaille à l'opéra avec les circuits et tout, ça donnera un gros problème d'investissement et d'utilisation, puisqu'il faudra changer toute l'installation électrique de l'opéra pour pouvoir utiliser des projecteurs à LED. Si on veut utiliser que ça, quoi. Mais c'est pas encore pour demain à l'opéra, je pense. On en a quelques-uns, mais... pas des tonnes, quoi. Ce que je vous montre comme projecteur là, c'est un horizode. Donc ce projecteur, il est fait pour éclairer un cyclorama, c'est-à-dire un fond. Si vous avez une toile qui est en fond de scène et accrochée avec un paysage de dessiné ou n'importe, on utilise ce genre d'appareil. En plus, c'est un appareil où la lumière, elle est pas symétrique, elle est asymétrique, puisque l'ampoule... Le miroir est asymétrique. Ouais. Puisque l'ampoule est en haut. Donc, c'est un appareil où on l'accroche dans les hauts, où on le pose par terre. Parce que la lumière partira comme ça et comme ça. Donc, elle prendra beaucoup plus. Il en existait avant en symétrique où l'ampoule est au milieu. Donc, le rayon n'est diffusé qu'en angle comme ça. Mais avec ce style d'appareil, on peut pratiquement faire que ça. C'est pour ça, je vous dis, il fallait savoir l'appareil correspond à tel et tel emploi. Parce que là, le faisceau est incontrôlable, c'est-à-dire on ne peut pas réduire ou agrandir. C'est un faisceau, on sait l'angle d'ouverture, donc on sait très bien combien ça ouvre. Et ça, c'est maintenant la nouvelle génération des projecteurs motorisés. Ah. C'est-à-dire, ce projecteur, bon, vous pouvez le poser par terre, vous pouvez l'accrocher, et c'est sur une lyre. Donc cette lyre, elle tourne. Le projecteur tourne aussi. Là, il peut se lever, il peut se rabattre, il peut tourner vers la gauche, vers la droite. Oui, mais ça, c'est dur. Parce que normalement, sur votre pupitre de commande, il y a une boule, un joystick. Mais vous vous rendez compte la finesse du doigté qu'il faut pour suivre quelqu'un. On peut essayer, mais... Disons, ces projecteurs étaient et sont le plus souvent utilisés dans le showbiz. Nous, dans l'opéra, on en utilise 3 et 4 ou 4 parce que, disons, vous avez un endroit où vous ne pouvez plus accéder après le montage du décor pour les réglages. Donc, on peut mettre un projecteur comme ça. Donc, avec un ordinateur, on le pilote, on lui dit, voilà, il faut aller à tel et tel endroit, il y a telle et telle couleur. Et il y en a même avec des couteaux où on peut couper, comme avec un autre projet. Disons, ils ont, je ne sais pas combien de fonctions. Le problème, c'est que ça marche avec une adresse informatique, avec un DMX, un signal, et il faut dans les 35-40 adresses pour en faire fonctionner un. Et un jeu d'orgue de lumière, il génère par chaque sortie 512 adresses, ou 512 canaux, si vous voulez. Donc, admettons, vous en avez 10 comme ça, c'est déjà 350 canaux de supprimer. Mais si vous avez 250 circuits de lumière, il faut aussi 250 circuits pour faire marcher le reste.
Donc, ça coûte beaucoup d'énergie et beaucoup de canaux pour le système où nous on l'utilise. Mais je pense dans quelques années, on en aura beaucoup plus, puisqu'on changera la console lumière qu'on a, on changera de système, puisque à l'Opéra, on travaille encore en système DMX. Maintenant, le système a changé. Le système DMX, c'est, comment vous expliquer, comme un train avec des wagons. Vous avez une locomotive et vous avez 512 wagons, mais il va que dans un sens, il ne revient pas. Donc le signal n'a pas de retour, rien. Mais maintenant, il y a le système Ethernet. Là où vous pouvez faire passer 2, 3, 4, 5 000 informations dans un seul câble et dans un seul système. Seulement, après, il y a des démultiplexeurs pour l'envoyer à différents endroits. Et ce système, il faudra qu'à l'Opéra, on l'installe, puisque ça, on ne l'a pas encore, quoi. Mais voilà, la nouvelle, dernière technologie. C'est aussi pratique pour... Oui. Il y a des fois nous, on éclaire surtout les chanteurs, les comédiens, donc il y a des endroits où on doit éclairer impérativement là ou là, et un appareil comme ça nous a quand même déjà servi, nous a sauvé pas mal de coups. Le problème, c'est qu'avec un appareil, vous pouvez éclairer à 10 endroits différents. Je veux dire, dans un acte, il est là. Dans le deuxième acte, vous le changez d'endroit, vous le programmez là, après vous le programmez là dans une autre couleur. Ça, on peut le faire, quoi. Mais enfin, il n'est plus là, mais on le bouge rarement à vue devant le spectacle. On les change de place, ou quand ils s'éteignent, donc quand il est éteint, on peut le virer à une autre place et après on le rallume. Tout ça, c'est programmé pendant les effets lumière qu'on programme le matin. Et là, je vous montre encore un appareil qu'on utilise assez souvent. C'est un appareil avec une ampoule HMI. C'est-à-dire, c'est une ampoule à décharge qu'il y a dedans. Là, vous avez un transfo qui vous fait un survoltage et puis ça produit aussi un arc. Et l'avantage, ça enflamme le gaz qu'il y a dans l'ampoule. L'avantage que vous avez, c'est que vraiment, quand il marche à fond, c'est une lumière du jour, elle est blanche. Et les premières à l'avoir utilisée, c'est la télé, parce qu'à la télé, il fallait vraiment une belle lumière blanche et tout, et puis assez fort pour les caméras. Donc, maintenant, on les utilise dans l'opéra. Il y a juste un souci, c'est qu'on ne peut pas les dimmer. On ne peut pas dimmer l'ampoule pour l'intensité, pour faire plus fort, moins fort. Ici, il faut mettre une persienne devant, comme une jalousie, avec des lamelles. Je vous en montrerai une, je pense que j'en ai. Et qu'on ouvre, alors c'est des lamelles, l'une après l'autre, et on ouvre comme une persienne à une fenêtre, on ouvre tout doucement et on ferme. Mais quand vous l'avez ouvert qu'à 20%, un tout petit peu, vous voyez un peu les traits par terre que ça fait, quoi. Donc, voilà, nous on le sait parce qu'on le voit, maintenant le spectateur, je ne sais pas s'il le voit, mais voilà le système pour augmenter et diminuer la lumière, c'est avec une persienne. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu les lampes qui existent. Les lampes. Donc, on va commencer. Donc, ça, c'est une lampe halogène qu'on utilise souvent de 5000 watts. Donc, dans les projecteurs, les PC, il y a des PC d'1 kW, il y a des PC de kW, il y a des PC de 5000 watts. Hein. Il y en a de 500 watts, il y en a de 250 watts. Hein, il y en a, mais on commence plus par du 1000 watts que par du 500 watts. Si 500 watts, on prend les petits projecteurs pour les insérer dans le décor. Mais maintenant, encore moins parce qu'il y a la LED. Et la LED, comme on peut la piloter en 12 volts, et en système DMX en Wi-Fi, on n'a même plus besoin de tirer de câble, on met sur des batteries. Ça nous arrive de le faire. Voilà, et ça, c'est l'ampoule que je vous ai dit tout au début, l'ampoule Episcope. C'était vraiment la première lampe qu'on mettait dans le projecteur, et le réflecteur, il est là, quoi. Il n'était pas à part dans le projecteur, quoi. Non, quand vous la vissez, le réflecteur n'était pas automatiquement parallèle avec la lentille. Alors en dessous, là où il y a la douille de fixer, il y a une petite vis, vous dévissez, vous tournez toute la douille pour aligner. Ah oui, quand même, ils y avaient pensé. Et au bout d'un certain nombre d'heures de fonctionnement, il y a le miroir qui se déformait. Ouais, la calotte derrière qui se déformait, et ça se voyait sur le sol avec un point noir, donc on savait qu'il fallait changer l'ampoule, quoi. Ou alors elles explosaient, ça arrivait aussi, mais bon. Ici, c'est une ampoule,
aussi à calotte argentée, mais c'est pour mettre dans un autre type de projecteur, mais c'est des ampoules déjà de 250 watts. C'est-à-dire que ici la lumière elle est réfléchie vers le bas, et dans ce projecteur, il y a un réflecteur qui fait l'inverse et qui réfléchit la lumière comme ça. C'est des basses tensions, on appelle ça. Et ici, vous avez une ampoule double enveloppe. C'est l'ancêtre de l'ampoule du projecteur où je vous ai montré pour éclairer les cyclos, qui est un crayon. Mais ça, c'est l'ancêtre des crayons, même les mêmes crayons d'icro que vous avez à la maison dans les petites lampes, là. Ben, ça, c'est l'ancêtre. Mais qui existe encore. Et ça, c'est une même ampoule qu'une 5000, mais seulement c'est une 1000 watts. C'est pas pour ça que l'image est petite, mais je l'ai mal copié. Et ça, c'est une ampoule de HMI à décharge. Et vous voyez, là, à l'intérieur, il y a le gaz. Donc, pour qu'elle chauffe, il faut vraiment une grande décharge électrique pour chauffer. Et après, pour qu'il y ait cet arc lumineux qui reste, quoi. Et là, il y a deux différents. Oui, il y a deux différents. Il y a le xénon et donc la chimie. Le xénon, il est moins bien calibré que la chimie. C'est-à-dire, quand on veut installer une ambiance avec deux projecteurs à gaz, comme ça, il vaut mieux prendre de la chimie. Comme ça, on est pratiquement sûr d'avoir la même température lumière. Des fois, avec le xénon, vous avez des lampes qui jaunissent ou deviennent verts. Où il y a le vert qui ressort, donc les températures de couleur ne sont pas très bonnes. Donc le xénon, aujourd'hui, c'est surtout utilisé dans les cinémas pour les lanternes des projecteurs. Bon, actuellement, avec le numérique, il n'y a plus que ça dans les salles de cinéma. Donc voilà ce que je vous avais dit avant le gobo. C'est un morceau de tôle qui est découpé, et ça, on peut l'insérer dans un projecteur de découpe et le projeter sur scène. Mais là, vous avez un catalogue de oui. Je ne sais pas combien. Et voilà ce que ça donne. Au sol, vous voyez bien les ombres par terre. Eh ben, c'est avec des appareils de découpe, avec des gobos dedans, et ça donne ça, quoi. Et on peut régler la netteté. La netteté, on peut le faire plus flou, net. Après, la couleur, ils ont mis un style de 201, 202, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, de bleu, mais on pourrait bien le voir en rouge ou en vert, n'importe. Hein. Donc, voilà, on va passer maintenant aux consoles lumière. Voilà. Alors ça, c'est vraiment l'ancêtre du jeu d'orgue actuel. Mais c'est un jeu manuel qui existait en 1975 quand je suis arrivé à l'opéra. Je crois que j'ai une photo où on voit mieux. Non, attendez. Voilà. Je ne sais pas si... Déjà, vous pouvez voir, et je ne l'ai pas fait exprès, mais que c'est marqué en allemand Turm rechts et Turm links. Et ça, à Strasbourg, c'était pareil. C'était la tourelle cour et la tourelle jardin. Et vous voyez bien qu'il y a des petites clés là. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, là. Les petits robinets là. Et des butées devant. Donc ce butet, normalement pour que ça fonctionne, ce butet il doit être en bas, comme ici là. On dévissait la butée là. Celle-là, on la mettait en bas. On la mettait à 30. Ou à 30. Et après. Et cette clé, on la tournait. On tournait la clé. Le petit bec devant le plus fin vers l'avant. Et dès que vous tourniez cette roue, alors, la clé, elle descendait. Et ça faisait pivoter des fils qui allaient jusqu'à la cave pour faire fonctionner les rhéostats, qui étaient des traîneaux dans une bobine qui montait, qui descendait. Et comme ça, à l'opéra, il y en avait 120. C'était des résistances variables. Ouais, c'était des résistances variables qui augmentaient, qui diminuaient l'intensité. Donc, on avait 120 circuits. Bon, à l'époque, c'était beaucoup. Des fois, on était à 5 au jeu. Oui, parfois on était à 3, 5, ça dépendait de la rapidité qu'il fallait changer de lumière parce que c'était pas évident de manipuler puisque là, il n'y en a que 2 roues, mais en réalité, on en avait 4, 2 et 2, une sous l'autre comme ça. Et donc, à chaque fois que vous faisiez un effet lumineux, il fallait inscrire que le tourme reste là, ou je sais plus, il était à 30, que l'autre il était à 20, donc vous avez des grandes feuilles où les 4 roues étaient représentés avec des cases, vous marquiez dedans ce qui bougeait.
Ce qui ne bougeait pas, vous mettiez des petits traits, et ce qui n'était pas allumé, vous ne noterez rien. Le problème est que pendant la répétition, si vous étiez déjà à l'effet 20 et que le metteur en scène recommençait 10 minutes avant qu'il fallait venir à l'effet 12, on n'y arrivait plus, puisqu'on notait que ce qui bougeait. Donc il fallait recommencer de zéro pour arriver de nouveau. Voilà l'ancêtre du jeu. Donc. Et en parallèle, on avait un autre petit jeu. Et quand l'effet devait tourner, par exemple, bon, quand c'était 10 secondes, 15 secondes... Oui, on tournait les roues, on comptait. Hein, mais quand c'était 1 minute, elle reprenait la petite roue, là. Celle-là, on l'a enclenchée parce qu'elle était, comment dire, avec la grande roue, il disait ça en allemand, grob, et quand on tournait la petite, c'était fein. Voilà. C'était ça la dénomination. Mais à l'opéra, on était quand même déjà plus moderne parce que ces roues étaient activées par des moteurs électriques et des chaînes où on pouvait régler la vitesse. Ouais. Et en parallèle avec ce jeu, on avait ce jeu manuel où vous aviez deux préparations. Il y en a qui disent 3 parce qu'il y a des clés. Mais alors vous pouvez être sur cette plage, être dans un état lumineux, et sur la plage au-dessus, vous préparez la suivante. Et avec le général, là, vous permutiez d'une plage à l'autre. Le seul souci qu'on avait, ce jeu, il pilotait des racks mobiles, c'est-à-dire des diristors ou des variateurs mobiles. Mais ceux-là marchaient en 220. Donc tous les projecteurs qu'on branchait là-dessus étaient avec des lampes 220. Mais l'installation générale de l'opéra à l'époque était en 110. Donc on avait une partie de projecteurs et des ampoules en 110, une partie de projecteurs on avait des ampoules 220. Parfois, on a eu des flashs, on s'était dit qu'il y avait des gens qui prenaient des photos. Non, c'était trompé d'ampoule. Ça arrivait. Parce que c'était vrai que quand on partait en déplacement entre Strasbourg, Colmar, Mulhouse, on avait des problèmes de courant. Puisqu'il y avait une ville qui avait du 3x220, une autre ville avait du 380. À chaque fois, il fallait changer les cellules de branchement, les mettre en étoile ou en triangle pour qu'on arrive à avoir le courant nécessaire, quoi. Et je crois qu'à Mulhouse, il y a encore un quartier où ils ont du 3x220, c'est-à-dire avec le neutre, ils ont du 110. Hein. Où je ne savais même pas que ça existait, mais ils l'ont encore. Hein. Voilà les premières consoles lumière, mais qui est encore manuelle. Bien que celle-là, elle pilote déjà si vous voulez, des variateurs, on appelle, ou des triacs, ou des diristors, je ne sais pas comment, en 0,10 volts. C'est de l'analogique. C'est-à-dire que chaque curseur, là, ce potentiomètre délivre du 0,10 volts jusqu'au gradateur qui après le change pour augmenter et baisser le 220, quoi. Et c'est le début de l'analogique. Après, maintenant, tous les nouveaux racks sont en numérique, donc voilà. Mais là, si vous aviez 12 circuits, eh ben, il fallait 24 fils qui descendent jusqu'au rack pour piloter. Puis ça avait le plus et le moins à chaque fois qu'il fallait ramener, quoi. Maintenant, non, avec le système informatique en numérique, vous avez 3 petits fils et puis c'est fini, quoi. Et... Le balai, c'était la hantise pour ces jeux d'or. Oui, mais ça, c'était un autre problème. Parce que bon, en général, un balai... Et voilà, un rack mobile que vous pouvez placer où vous voulez si vous n'avez pas assez de circuits de lumière. Là, il y a 6 circuits qu'on peut brancher. Et tout ça se pilote alors avec un jeu d'orgue. Mais ça, c'est déjà du numérique. Hein. J'ai pas trouvé l'ancien. Je voulais le chercher, mais on ne trouve plus. Ça, c'est les racks actuels qu'il y a à l'opéra. Donc, il y a 4 grandes cellules comme ça où il y a, je crois, dans les 80-90 circuits. Et on en a 240 en fixe, quoi, à l'opéra. Et voilà les jeux d'orgue électroniques qu'on utilise actuellement. Bon, c'est pas celui-là de l'opéra, mais c'est ce qu'on utilise. Et là, c'est les roues. Là, c'est la boule. Vous voyez, alors si vous voulez faire bouger une poursuite avec la boule, c'est faisable. Mais il faut être bon. Hein. Voilà. Donc, c'est déjà un jeu qui est de toute façon assez récent, puisque là-haut, on voit qu'on peut même avoir le plan d'implantation d'où sont les projecteurs sur un écran. Mais voilà, c'est un ordinateur, quoi, ni plus ni moins, c'est un ordinateur. Le seul problème, enfin, c'est qu'il y a plusieurs marques qui font ça. Ça, c'est ADB, il y a d'autres marques, Strand.
Mais quand vous savez faire marcher correctement une machine comme ça, c'est pas comme un PC où vous allez sur un autre PC, c'est la même chose. Non, la philosophie change. Donc, le temps de vous mettre à l'autre philosophie, c'est un peu ennuyeux, quoi. De s'y mettre parce que après vous avez la vôtre en tête et dès que vous allez sur une autre machine, vous savez que là vous tapez sur telle et telle touche, là vous tapez, ah non ça marche pas comme ça. Donc ça c'est un peu et à une époque ils n'avaient pas tous le même langage informatique. On pouvait pas dire on prend un programme de lumière qui existe déjà pour le mettre dans l'autre et de le piloter. Ça marche pas. Et d'ailleurs, même pas à l'heure actuelle, ça marche. Non. Ils font tout pour qu'il n'y ait pas une compatibilité Ou alors il faut acheter leur jeu. Entre les pupitres, voilà. C'est les gros problèmes qu'on a, nous, à l'Opéra, entre les villes de Colmar, Mulhouse. Puisque à Strasbourg, on a un jeu allemand, pour l'instant encore, Transtechnik, on est le seul en France à en avoir. Parce qu'avant, on avait Siemens, on était les seuls d'ailleurs en France à en avoir aussi. Parce que l'ancien jeu que je vous ai montré avec les clés, les roues, il faut quand même dire que ça a existé jusque dans les années 80 où il y a eu des travaux. Où on a remis la salle à neuf et tout, et l'électricité à neuf à l'Opéra, où on a changé, où on est venu sur un jeu électronique. 82, on était un des derniers théâtres des trois villes à changer. Alors, comment vous dire, quand vous commencez un spectacle à Mulhouse où ils avaient déjà un jeu électronique, vous vous rendez compte le nombre d'effets lumière que vous pouvez programmer électroniquement, et il fallait redonner ça sur un jeu manuel. C'était la galère, quoi. C'était la galère, mais on y arrivait. Hein. On arrivait, oui. On simplifiait. C'était ça aussi notre métier. Oui, c'est ça notre métier. De pouvoir reprendre un spectacle qui a été créé et de le reproduire ailleurs, en gardant l'esprit, bien sûr, pas faire n'importe quoi. Et ça, c'était aussi une partie de notre métier. Parce qu'une fois que le spectacle a tourné à Strasbourg, l'éclairagiste, si on avait un, il vous laissait le bébé. C'est-à-dire, c'est nous qui prenions le spectacle en charge et on voyageait avec, quoi. Quand il y avait des tournées ou des trucs, on suivait le spectacle. Pour garder l'esprit de ce qui a été fait à la création. Et c'est des fois pas toujours simple. Voilà, là je vous montre un plan d'implantation d'un spectacle. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des projecteurs hein, qu'il faut installer, qui n'existent pas, à demeure. Hein. À demeure, tout ce qui est dans la cage de scène, il n'y a aucun projecteur, on les installe sur demande. Alors, jusque dans les années 80, on n'avait pas d'éclairagiste qui venait à l'opéra. Il y avait le metteur en scène, et nous, on faisait office d'assistant. On discutait, voilà, il voulait créer telle ambiance, on lui disait on utilisera ça, ça et ça. On faisait un petit plan, avec un normographe d'ailleurs, à l'époque ça suffisait largement. Maintenant, non, c'est par AutoCAD, sur informatique, et c'était très bien. Mais maintenant, c'est vrai que l'équipe artistique, c'est-à-dire il y a le décorateur, il y a un metteur en scène, il y a un éclairagiste, parfois il y a un costumier qui vient, comme en ce moment ils ont la croix pour faire des costumes de Traviata, donc chacun a son mot à dire, vous voyez, donc c'est déjà un peu plus dur, mais l'éclairagiste nous envoie un plan 3 semaines avant, et alors il faut le décortiquer pour savoir si c'est déjà faisable chez nous, si le matériel nous l'avons. Si nous possédons le matériel. S'il leur faut des matériaux spécifiques qu'on n'a pas, on essaye de louer, mais la location est très chère, mais on en loue. Et après, d'avoir une réponse de leur part pour dire ils sont d'accord ou pas d'accord, parce qu'après nous on leur fait des propositions pour dire tel et tel appareil, on le remplace par tel et tel appareil. Souvent ils sont d'accord, souvent ils sont pas, ça dépendait. Après c'est le choix des couleurs, quelles couleurs il faut, parce qu'il faut les acheter, parce qu'on n'a pas tout en stock. Et voilà, ça c'est le problème le plus dur. Bon, une fois que tout ça est fait, une fois que l'installation et que le spectacle roule à Strasbourg, nous, on refait un plan correct de ce qui existe. Donc ça, c'est vraiment un plan de l'installation de la flûte enchantée qui a été jouée à Strasbourg. Donc, tout ce que vous voyez là, à partir de là, tout ça a été installé rien que pour la flûte enchantée. Ces projecteurs sont dans la salle, cela reste fixe. Dans la salle, on ne peut pas rajouter de projecteur. C'est une histoire de sécurité et de charge sous les balcons, le poids, on ne peut pas mettre plus de poids. Mais dans les années 80, quand je suis arrivé,
ce pont d'éclairage là, il y avait une trentaine de projecteurs qui étaient fixes. De côté, sur les tourelles, il y avait aussi des projecteurs qui étaient fixes. Mais il fallait qu'à l'entracte, on dérègle tous ces projecteurs. Donc, on les remettait à une autre place pour l'acte suivant. Tandis que maintenant, on installe tellement de projecteurs que ça suffit pour tous les actes. On les prévoit à l'avance. Donc, pendant un entracte, on a quelques projecteurs à vérifier ou à déplacer un peu, mais surtout ceux qui sont sur scène, quoi. Et vérifier qu'avec un décor, vous voyez, là, il y a des projecteurs de côté. Si avec le décor, ils ne les ont pas déplacés ou cognés, ou voilà. Mais c'est beaucoup de matériel, quoi. Et encore, des fois, il y a des alternances qui se greffent là-dessus. Alors, il faut refaire un autre éclairage pour l'alternance. Bon, c'est un éclairage plus bon, ou moins là, léger, ce qui est dommage, c'est un plan de coupe, mais il est à l'envers, puisque ça, c'est le sol, là. Vous voyez? Là, c'est le sol. Là, c'est des échelles qui sont posées au sol. Et ça, c'est des échelles qui sont suspendues. Et ça, c'est dans le cintre, des projecteurs qui sont suspendus dans le cintre. Et là, vous avez une autre vue. Ben, c'est d'autres théâtres, ça. Il est très jaune, c'est les découvertes des projecteurs. Ouais, c'est un autre théâtre, là. Donc, voilà. Et ça, on le garde, alors, en archive, on garde ça. Les relevés de piquage, c'est-à-dire, ou alors, on dessine l'image, et après, on met des ronds dessus pour savoir où était le projecteur. On note la couleur qu'il avait, dans quel acte il a joué, parce que souvent, il joue peut-être que dans un acte, et on prend des photos aussi. Donc, j'ai quelques photos où je peux vous montrer, c'est-à-dire où elles sont. Elles sont pas là? Non. On trouve les photos? On ne trouve plus les photos. Elles sont peut-être là-dedans. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un autre spectacle qui a joué à l'opéra. C'était... Fliegende Holländer. Alors, bon, pour chaque piquage d'appareil, on a pris une photo pour savoir l'emplacement. Donc, on se note que cette photo est égale au projecteur, disons, numéro 3, et il est réglé ici. Après, on prend une photo du projecteur suivant. Ça, c'est un TAPS, c'est un tulle peint qui était à l'avant-scène. C'est-à-dire, c'est comme un filet qui est peint avec ces nuages, et on l'éclaire aussi, ou alors c'était une traversée qui était à l'avant-scène. Ce qui est bien, quand on éclaire ce genre de toile, on ne voit plus à travers, mais on peut éclairer derrière et on peut avoir une transparence. On peut faire les deux avec. Mais ce n'est pas un fond qui est en fond de scène. Les fonds de scène, c'est encore autre chose. C'est aussi une toile peinte, ou ça peut être du plastique, maintenant même peint. Mais ça, c'est vraiment un tulle d'avant-scène. Vous voyez, ça, c'est les différents points, et on garde ça en archive pour savoir où étaient piqués les appareils. Le piquage, c'est-à-dire l'endroit où il est, ou le pointage, il y en a qui disent. Ça, on le garde, et on garde aussi une imprimante du jeu d'orgue pour toutes les valeurs dans chaque effet, puisqu'il peut y avoir 100 effets dans un opéra. Donc, chaque effet, il y a peut-être 60 projecteurs qui bougent d'intensité. Alors, il affiche l'intensité, la vitesse, parce que maintenant, on peut donner un temps différent à chaque circuit. Si vous voulez, dans un effet, on peut en faire 10. Un temps de montée différent, c'est pour les projecteurs qui s'allument, pour les projecteurs qui s'éteignent, un autre temps. Maintenant, on peut tout faire. Hein. Même dire, telle et telle ambiance lumineuse au fond doit venir en 30 secondes, mais celle de la face doit venir que 2 secondes ou 5 secondes après. On peut encore l'enregistrer dans le même effet. Avant, il fallait qu'on divise le tout en sections pour pouvoir le réaliser. Maintenant, on peut le faire assez facilement. Ouais. Bon, c'est vrai que quand on ne connaît pas trop le décor, ça parle pas de trop, quoi. Mais voilà comment nous, on garde ces choses. Je veux encore vous montrer à partir de quoi les éclairagistes
au début, on part. Ce que je vous montre, c'est vraiment des maquettes. Hein. C'est pas le vrai décor, c'est des maquettes où l'équipe artistique vient à l'opéra, on va au bureau d'études à la Méno et ils nous présentent leur projet. Donc, il y a le décorateur, il y a le metteur en scène, parfois il y a l'éclairagiste ou parfois pas. Alors, vous verrez que, voilà, ça a vraiment l'air d'être un vrai décor, mais c'est une maquette. Et sur cette maquette, commencent les travaux, savoir quels matériaux vont être utilisés, quelle grandeur va avoir la passerelle par rapport à la silhouette qui est découpée. On peut même de temps en temps dire quel éclairage on peut utiliser, vous voyez. Mais d'après ça, tout commence. Donc après, il y a les dessins qui sont faits en 3D, et des calculs de poids, parce que il faut aussi mettre en ligne de compte le poids d'un décor, puisque à l'opéra, on peut mettre tant et tant de poids par mètre carré et pas plus. Hein. Parce qu'il y avait un spectacle il y a 2 ans, où on était vraiment limite, et on a dû mettre des étés sous la scène pour être sûr, quoi. Parce que il y a une grande contrainte à l'opéra, c'est qu'on a une scène tournante qui est fixe, qui fait 10 mètres. 16 mètres. 16 mètres de 16 diamètre. mètres de diamètre. Mais dans les opéras et tout, on ne l'utilise plus. Déjà, on ne l'utilise plus parce que si vous partez en déplacement, il faudra en construire une pour l'utiliser. Et on l'utilisait, bon, on l'utilise encore dans les théâtres alsaciens. Vous savez, quand vous avez 3 tableaux différents, vous posez les 3 décors et vous tournez. Voilà. Mais sinon, on essaye de plus tellement l'utiliser. Mais c'est vrai que cette scène tournante est sur des grosses roues en caoutchouc, mais c'est vrai qu'il y a un certain poids. Après, c'est fini. C'est pour ça le poids est une contrainte, que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau du cintre, à l'opéra, c'est-à-dire là où on accroche les décors. Et la grande contrainte, c'est l'eau et l'électricité. Quand vous avez des décors, vous devez avoir un bassin. Et si les éclairagistes veulent un projecteur à 10 cm du bassin, c'est défendu, puisqu'il faut garder tant et tant de distance. S'il y a quelques structures métalliques, il faut tout mettre à la terre, il faut faire venir la PAV qui contrôle l'installation, parce qu'il faut vraiment qu'on soit dans les normes. Ça, c'est un gros souci. Et les feux ouverts, on n'en fait plus à l'opéra du vrai feu. Parce que nous ne sommes pas dans les normes de sécurité. Si l'opéra joue actuellement, c'est parce que le maire donne son agrément. Enfin, le préfet. Le maire et le préfet. Et le préfet. Donc, tout ce que vous voyez en feu, c'est du faux. Qu'on construit avec des machines à fumer, avec des ampoules d'icro, même avec des petites lampes de poche avec un pistolet à colle, vous mettez un peu de colle dessus, de loin. Bon, maintenant, vous pouvez acheter des fausses bougies, mais qui ressemblent vraiment à une bougie. Mais de feu ouvert, depuis les années 90, on n'en fait plus. C'est trop dangereux. Parce qu'avant, pendant les spectacles, il y avait les pompiers qui venaient. C'est fini, ils ne viennent plus. Maintenant, on a notre propre service de sécurité. Bon, c'est comme ça. On avait un spectacle de Belges, les Diables de Loudun. Et là, il y avait un bûcher. Ah ouais, les flammes, elles faisaient 3 ou 4 mètres de haut. L'artificiel, il avait peut-être un peu trop arrosé la veille, quoi. Ça, on ne sait pas. Et le lendemain, il s'est trompé dans la dose. Mais c'était énorme. Il y a la poussière qui prenait feu. Du cintre. Et à partir de là, c'était fini, quoi. Même une cigarette, on ne le fait pas. Hein. Même une cigarette. Bon, maintenant, il y a les cigarettes électroniques, là, qu'on peut... Mais je veux dire, voilà... Et c'est vrai que, bon... Mais même un simple bassin, comme je dis, un simple bassin rempli d'eau, c'est vraiment un gros problème. Hein. Déjà, l'eau, parce que pour trouver un liner qui est étanche, après, il faut aussi pomper l'eau pour le vider. C'est vraiment un gros travail. Hein. Parce qu'on a déjà aussi fait des chutes d'eau, style pluie et tout. Mais c'est pas simple à engager ce système. Donc, voilà une maquette. Je vous montre une autre. Voilà une autre. Mais c'est vrai qu'elles sont tellement bien faites hein, qu'on dirait presque le vrai décor, mais c'est des maquettes. Hein. Voilà, et sur ces projets, tout démarre. Tout démarre. À partir de là, bon, il y a un devis d'établi, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein, ça a toujours été. Disons que par production, il y a tant et tant d'argent. Au départ. Au départ. Alors, il faut un choix. Un choix ou de matériel, disons comme maintenant sur ce décor. Si ce mur, ça peut être du tissu, tendu sur un châssis en bois et peint. S'il faut que ce soit du vrai bois,
voyez, il y a toujours une histoire de choix. Ou si on peut le matérer avec telle et telle matière, tout ça. Après, il y a aussi le metteur en scène. Le pouvoir du metteur en scène, si c'est un grand metteur en scène, si c'est... Mais il y a temps et temps dans une enveloppe, et il faut qu'elle suffise pour créer tout le spectacle, quoi. Après, c'est sûr que si vous prenez des costumes pas trop chers ou des costumes dans le stock qui existent, que vous pouvez utiliser, c'est sûr qu'il y aura plus d'argent pour autre chose, quoi. Mais c'est pas simple. Départ, il y a un devis de fait. Après ce devis, on reconvoque le metteur en scène et son équipe. Et là, on lui dit, voilà, ça revient à temps, c'est trop. On dépasse l'enveloppe budgétaire de temps ou de temps. Alors, c'est au metteur en scène de faire des concessions. S'il veut que son spectacle il prenne forme et qu'il se monte à Strasbourg, ben, souvent, il faut quand même qu'il lâche un peu du lest. Il y en a qui lâchent plus que d'autres. Mais bon, nous... Arsène, bien sûr, ne lâchera rien. Nous, à notre niveau, on s'occupe que de ce qui est éclairage et souvent pour gagner... Nous aussi, on a des devis à faire. Oui, mais souvent pour gagner de l'argent, on fait appel à d'autres théâtres. S'ils peuvent nous prêter gracieusement du matériel, ça se fait aussi. Mais parfois, c'est loin. Je suis même déjà allé jusqu'à Paris pour récupérer du matériel pour 6 à 7 semaines à Strasbourg, qui aurait coûté ici dans les 10 000 euros de location pour ce truc. Voilà. Donc voilà, tout est faisable, mais c'est pas simple, quoi. De toute façon, il faut dire que en général, aucun opéra n'est rentable, hein. On ne peut pas gagner de l'argent sur un opéra. Le coût est tellement important, puisque sur un spectacle, le soir de spectacle, souvent, il y a dans les 40 à 45 techniciens qui travaillent. Tout dépend le changement qu'il y a à faire. Au niveau éclairage, s'il y a des poursuites, il faut plus de monde. Alors, il y a les costumières. Après, il faut compter les choristes, il y en a, qui font partie de l'Opéra du Rhin. Vous voyez, alors, vous arrivez vite à beaucoup de personnel. Le cachet des artistes. Et le cachet des artistes. Et le temps de travail que ça coûte pour confectionner quand même le décor, ce qui est quand même relativement cher, hein. En plus, tous les décors sont inifugés au M1, M0, hein. Sinon, ils n'ont même pas le droit de les mettre sur scène, hein. Parce que là aussi, une commission de sécurité passe pour tester. À mon époque, là, il y a 5 ans, on comptait à peu près entre 80 et 100 000 euros pour un spectacle complet. Ouais. Alors, ça veut dire les costumes, les perruques, les chaussures, parce que tout se fabrique à Strasbourg, hein. On fait tout nous-mêmes, quoi. Les chapeaux, donc il faut compter à peu près ça, entre 80 et 100 000 euros. On est un des seuls, d'ailleurs, théâtres encore en France qui a tous ces ateliers. On fait les décors, on fait les costumes, on fait les bottes, on fait les chaussures, on fait tout, quoi. Au travail Heureusement. pour Europa Park. On sous-traite pour Europa Park, oui. Ouais, Oui. On est tellement bon que, voilà. On a bien la souris. Enfin, on essaye. On a travaillé un peu avec Kirviller, mais bon, Enfin, ouais, bon. ça n'a pas trop duré. On était trop cher, certainement. Ouais, bon, oui. Non, mais Non, mais bon, si vous avez jamais visité l'atelier, ça vaut la peine quand il y a des portes d'essayer ouvertes, mais d'organiser c'est vrai qu'ils le font. Une visite. Ils font souvent des portes ouvertes à l'opéra même, mais les ateliers, ils l'ont fait, je crois, 1 ou 2 fois, mais c'est intéressant à voir, hein, de la confection même. Quand vous venez, vous voyez un bloc de polystyrène, et puis 2 semaines après, c'est une statue. C'est quand même formidable, hein. Le plus impressionnant, c'est quand vous voyez les peintres qui sont sur leur toile et qui peignent debout sur leur toile. Ils peignent debout parce que les toiles qui font Les toiles 16 sont mètres par terre, les sur toiles 8, que elles vous sont voyez clouées là. par terre. Et elles sont dessinées par terre. Elles ne sont pas suspendues. Elles sont par terre. Ça, c'est impressionnant. Ouais. Mais ils dessinent des quadrillages et puis voilà encore une autre maquette d'un autre spectacle qui était pour les jeunes mois du Rhin d'ailleurs. Donc voilà, tout part de là. Voilà. Voilà, maintenant si vous avez quelques questions à nous poser, on veut bien répondre, hein. On pourrait continuer encore des Bon, heures. le mais- métier, je dirais, il s'apprend sur scène, surtout. Oui. Il s'apprend en pratiquant. Il y a des écoles, bien sûr, de très bonnes écoles. Bon, sur Strasbourg, on a la fameuse école du TNS qui forme aussi des éclairagistes, nous sommes des metteurs en scène et des comédiens, ils forment aussi des techniciens.
Il y a de très bonnes écoles, mais dans ce genre de métier, il faut avoir beaucoup de chance. Il faut tomber sur des gens qui sont prêts à vous accueillir, et à nous recevoir, apprendre. Ouais. et à vous apprendre. C'était notre grande chance à nous. Oui. On On est quand même arrivé dans une période faste où il y avait le ballet déjà à l'opéra qui était quand même beaucoup de classiques. Maintenant, il y a plus de contemporains. C'est plus la même chose, mais à notre époque, il y avait, pour pas le citer, Jean Sarelli, mais qui faisait que des ballets vraiment classiques. Il y avait du décor, il y avait des costumes. Vous voyez, comme... Et ça a changé. Bon, après, nous, on dit le contemporain, on n'aime pas trop. Bon, voilà, c'est comme ça, on est resté au ballet classique, mais c'est une autre... Non, mais il y a des ballets contemporains que j'ai vus qui sont bien, mais il y en a d'autres où, bon, j'ai pas compris, bon, tant pis. Voilà. De toute façon, c'est pas en travaillant à l'opéra qu'on va tout aimer. Il y a même des opéras que, moi, j'ai vu une mise en scène de Ponel, qui à l'époque, mais c'était autre chose. Et avec les costumes, bon, plus ou moins d'époque, maintenant vous avez... Comme Turandot à l'époque qu'il avait fait. Là, on a refait Turandot dans une mise en scène moderne. Bon. Mais la musique, le livret reste le livret. Heureusement mais qu'ils n'ont pas le droit de toucher à la musique. Voilà. Heureusement. Vous voyez, on avait fait à une année, ça fait longtemps, La Belle Hélène où il y avait Jacques Martin. Ah bon, c'était... Bon, on a fait une deuxième Belle Hélène il n'y a pas trop longtemps, qui était bien, mais... Non, mais il manquait je sais pas, il manquait quelque chose de la vie, peut-être. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il y a aussi beaucoup, c'est la vidéo. Oui. Il n'y a pratiquement plus un spectacle à l'opéra où il n'y a pas de vidéo. Ouais. Ça aussi, c'est un grand changement, quoi. Oui. Excusez-moi, on va... Alors... Non, madame, je me permets de vous interrompre. Non, alors, attendez, s'il vous plaît, avant de répondre, je précise que la conférence est enregistrée et donc, comme toutes les semaines, on vous demande quand vous posez une question qu'on vous apporte le micro. Comme ça, on peut aussi écouter votre question et il ne parle pas comme ça. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je me demandais comment d'excellents techniciens comme vous qui avez été formés à l'ancienne ont pu s'adapter au numérique. Ça a dû être une révolution épouvantable, non? Ça s'est pas fait d'un jour à l'autre. Vous voyez, vous arriviez dans d'autres lieux où ils avaient déjà du numérique, alors vous étiez curieux, vous regardez. Et en rentrant chez vous, vous disiez, tiens, ils ont déjà un jeu électronique, nous on n'en a pas. Alors on essayait de s'informer comme ça. Et quand vous allez dans d'autres lieux, vous essayez d'apprendre, de le faire fonctionner. Mais c'est venu petit à petit. C'est vrai que la chose la plus dure, c'est la manipulation du jeu en soi. Qu'un projecteur, après, devienne, avec des composants électroniques et tout, ça pose aucun problème. On fait avec, si avant vous aviez, je sais pas, un appareil de projection tout simple, maintenant tout est tellement perfectionné mais vous l'utilisez quand même, je veux dire. Voilà. C'est vrai qu'au début, de changer d'un jeu donc vraiment manuel sur un jeu électronique, le plus dur, c'était le début d'être sûr de réussir à programmer un spectacle. Ça, c'était la hantise. Moi, je me rappelle, ma hantise, c'était le premier spectacle où j'attendais pour appuyer Go par rapport au régisseur qui me disait « Attention, l'effet 2, je voulais être sûr que tout fonctionne correctement. » Ça, c'est un peu difficile, mais après, on s'y met. Et après, une fois qu'on est là-dedans, l'évolution, bien sûr, elle a changé, mais pas aussi vite que ça. Au niveau du matériel, ça a quand même été une grande évolution. Bien sûr. Avant, vous aviez une rallonge avec une fiche. Vous accrochez votre projecteur, branchez la rallonge. Maintenant, avec les nouveaux projecteurs asservis qu'on a vus, il faut un signal informatique et tout. Et il y a la maintenance aussi de ce matériel. Oui, il y a la maintenance. Parce qu'un projecteur, en fin de compte, un PC, une lentille Fresnel, vous posiez ça par terre, c'était pas très très fragile. Non. Aujourd'hui, tous ces automates, il faut quand même les manipuler avec douceur. Et il y a des petits servomoteurs dedans, il y a tout dedans, hein, c'est fragile. Quand on part en déplacement, il faut bien les emballer dans des caisses spéciales et tout. Ça a été, oui, un grand changement, effectivement. Mais bon, qui c'est qui n'a pas été obligé dans sa vie quelque part d'évoluer? On est tous obligés. Regardez, si on regarde chez vous ou chez nous, les normes électriques en appartement.
je pense qu'on est pratiquement tous hors norme, hein, d'après la norme actuelle, vous voyez. Alors, et avant, j'ai pas terminé quand on parlait de la LED. Je veux juste vous expliquer qu'à l'Opéra, en ce moment, on possède 240 circuits de lumière, c'est-à-dire 240 gradateurs où on peut prendre un projecteur, l'allumer et l'éteindre avec cette console numérique, où on peut brancher plus, mais avec la LED, c'est pas pareil. Avec la LED, il faut une prise avec du courant en direct. Le courant ne peut pas être varié ou dimé, sinon il y a un gros souci sur l'informatique qu'il y a dans ces projecteurs. Donc, il faut des prises directes et il faut ce signal DMX pour l'allumer et pour l'éteindre. Pour certains projecteurs à LED, il faut peut-être un canal, 2 canaux. Si le projecteur il a la trichromie, c'est-à-dire le changement de couleur avec les 3 couleurs de base, il faut plusieurs canaux. Donc, d'après notre système actuel, ce serait impossible de tout changer en LED, quoi. C'est pour ça qu'on n'y est pas encore. Et je pense qu'il faudra au moins une quinzaine d'années. Si je pense qu'une partie du matériel, comme des cycloïdes pour éclairer un fond, ça existe déjà avec des galets de LED qui consomment bien sûr beaucoup moins. Ça, on peut, puisque c'est une minorité de projecteurs. Mais de tous les projecteurs à découpe échangés en LED, on en a au moins 70, c'est impossible. Déjà que c'est plus de 2000 € un. Donc, il faudrait déjà vendre les autres, mais qui les voudrait, et en racheter des nouveaux. C'est pas ça, échanger après toute l'installation, ça pose problème. Mais c'est pas pour demain. Mais ça existe. Oui, vous avez cité quelques anecdotes, en particulier celle de Samson là, et des colonnes. Vous devez certainement en avoir d'autres, vu la longueur de votre carrière, des fantasmes de metteur en scène ou des exigences de cantatrice ou je sais pas, des choses comme ça. Non, les cantatrices, non, moi. Les chanteurs, bon, il y en a des très sympathiques, des adorables, des cantatrices aussi, hein, des chanteuses. Mais on avait plus de relations quand on faisait le ballet, on avait plus de rapports avec les danseurs. C'est des gens qui sont beaucoup plus accessibles. Maintenant, attendez, on a des gens en opéra qui étaient super gentils. Moi, j'ai travaillé avec Marc Keller, qui est cette comédienne suisse et trucs. Elle a fait le dialogue des Carmélites chez nous. Ça a été pour moi 3 semaines de bonheur, quoi. C'était... Oui, après, bon, il y a des gens... On a aussi travaillé avec des gens odieux. Oui, ah oui. Un Anglais, entre autres un Anglais, bon, il n'y peut rien, il est Anglais. Monsieur... Bon, c'est filmé, bon, c'est pas, ça fait rien, mais... Il était... ça Mark Vicker. Ah, Mark Vicker. Mais vraiment une personne, mais odieuse, mais... On a même débrayé. On a arrêté le travail pendant un bout de temps, et puis on a envoyé une lettre au maire de Strasbourg, tellement il était odieux, hein, et ça arrive. Hein. Non, Moi, ce qui est drôle, des fois, c'était pendant les séances lumière, pendant que ça se préparait. Alors, des fois, tout le monde s'engueulait comme du poisson pourri. Surtout les équipes qui ont l'habitude de travailler. Nous, on était un peu à l'écart. L'équipe artistique. Mais l'équipe artistique, entre le metteur en scène, le décorateur, des fois même le costumier s'y mêlait. Après, il y a le chef d'orchestre, suivant le chef que c'était. Et des fois, ça s'engueulait, mais comme du poisson pourri. Pendant une matinée, ils se faisaient la gueule, ils se parlaient plus. Et alors, le soir des générales, après la générale, tout le monde se tombe dans les bras, tout le monde se congratule. Alors, on se disait quand même, merde, on vit quand même dans un monde de faux cul, quoi. Mais... Oh, les gros problèmes qu'on a, pas toujours, c'est quand le metteur en scène essaye de court-circuiter l'éclairagiste. Alors il vient vous voir, vous, et il vous demande, écoutez, vous ne pouvez pas changer ça pour demain. Quand le courant passe plus alors c'est un peu difficile, quoi, parce qu'on ne veut pas se mettre à dos ni l'éclairagiste, ni le metteur en scène. Bon, il m'est arrivé 1 ou 2 fois dans ma carrière de refaire un éclairage d'un éclairagiste, quand il était parti, bien sûr, qui était tellement mauvais qu'on a refait les éclairages, qu'on a tout modifié, parce que c'était tellement mauvais qu'on ne pouvait pas laisser ça. Mais sinon, après, une fois que le spectacle est créé, nous, on n'a aucun droit de changer les lumières, quoi. C'est pour ça que le gros problème, c'est de le redonner à Colmar-Mulhouse, qui ne sont pas les mêmes lieux. Comme si vous allez demain à Mulhouse, à la Filature, c'est quand même un théâtre moderne, où il n'y a pas de proscénium, les projecteurs sont dans des ponts dans la salle, ce n'est pas les mêmes angles, mais il faut qu'on essaye de refaire la même lumière. Bon, on essaye de garder, n'est-ce pas, la même direction,
Parce que si vous prenez un projecteur qui éclaire en contre-jour, vous le prenez devant, c'est plus la même lumière. Vous voyez? Donc, on essaye quand même de faire ça au mieux. Ou Et s'il y ça, a vraiment des changements, mais vraiment... disons, c'est un métier, il faut savoir important, tricher. Il faut téléphoner au metteur en scène et lui dire, voilà, je suis vraiment obligé de changer dans cette scène, de changer la direction de lumière ou autre. En général, ça se passe bien. Et il faut toujours prévenir parce que le metteur en scène, on ne sait pas s'il vient ou s'il Oui, ça, vient on ne pas. sait pas, mais bon. À la reprise. On ne sait pas s'il viendra ou s'il ne viendra pas. Alors, il vaut mieux le prévenir. Comme ça, s'il vient, il voit qu'on a changé un petit peu quelque chose, que de ne rien dire. Et s'il arrive et qu'il voit un truc qu'il n'a jamais vu, là, ça risque de faire des étincelles. Parce que bon, on s'en est quand même pris des claques aussi, hein, faut pas croire. Hein. C'est pas un métier facile, on n'était pas... On n'était pas serein tous les jours. Non, mais bon, personne. Non, ce qu'il y a, il faut avoir l'œil exercé et de regarder la chose. Il faut que la lumière que vous créez soit belle à vue. Ben, il faut être Parce que artiste, il y a plusieurs sortes d'éclairage. Vous avez le showbiz, là vous voyez tous les rayons de lumière, parce qu'en plus ils mettent un peu de fumée pour qu'on voit tout. Et au showbiz, c'est de la vapeur. Pour eux, la lumière c'est le décor. Tandis que dans l'opéra, il y a le décor, et nous, il faut qu'on fasse vivre le décor. Et il faut qu'on essaye de donner une ambiance, que ce soit maintenant sentimentale ou quelque chose de brutal, en lumière, mais sans que la lumière attire l'œil. Voilà, ça c'est notre métier. On met en valeur quelque chose, on fait vivre, on essaye de transmettre une émotion par la lumière, mais sans que, comme dans le showbiz, on voit vraiment la lumière taper, arriver, quoi. Voilà notre métier. Et demain, si vous créez des effets de lumière, et si à vue, vous voyez que ça correspond à quelque chose, bien sûr, il peut arriver qu'un projecteur s'allume là, parce que c'est une erreur où on s'est trompé, bien sûr, on rectifie. Mais je veux dire, on essaye quand même de créer une émotion avec cet outil qui est l'éclairage, quoi. Voilà, et c'est ça dans l'opéra. Dans le ballet, c'est un peu plus confus, parce que maintenant, la majorité des ballets sont dans une boîte noire, c'est-à-dire des pendrillons, ils ont un fond. On éclaire le fond de différentes couleurs, on le fait vivre, et il y a plein de projecteurs qui tapent et qui font des traversées. Mais même là, on essaye quand même de créer quelque chose, une atmosphère en lumière, puisque déjà on cache, nous les projecteurs, on ne les montre pas au public, tandis que le showbiz, tout est à vue, mais c'est une technique à part, quoi. C'est pas la nôtre. C'est un autre métier, oui, si on veut, c'est une autre conception de voir la lumière. Moi, aujourd'hui, ce qui me heurte souvent, quand je vois un opéra, c'est l'utilisation des poursuites. J'ai rien contre, mais je trouve dans l'opéra, il ne faudrait pas en abuser, parce que ça vous casse complètement l'ambiance sur le plateau. Alors vous essayez de faire une ambiance diurne, un truc un petit peu très, très soft, et là vous avez cette poursuite qui rentre là-dedans. Bien sûr qui met le chanteur en valeur, mais ça n'a plus rien à voir, parce que la lumière, ça raconte aussi un petit peu l'histoire. Ça vous met aussi un petit peu dans l'histoire de la pièce. Ça crée une ambiance, et ça, les poursuites, et ils le font de plus en plus actuellement. Ouais. Je trouve que ça casse l'ambiance, c'est pas toujours très heureux, quoi. Là, je vous montre quelques photos de la Générale, c'était la flûte enchantée. Ah, vous voyez. Vous voyez la lumière et les directions, là on sent un peu. Oui ? Oui. Le problème de l'éblouissement des acteurs, oui. Lorsqu'ils ont un projecteur qui est dans le visage, et comment ça se règle cela? Et puis en particulier quand il y a des LED où finalement on dit que certaines LED peuvent être dangereuses pour la vue. Bon, déjà nous, à part des rampes à LED, on n'utilise pas tellement la LED, mais il y a des artistes qui se plaignent que la lumière venant de face est trop forte, c'est vrai. Ou alors, on la réduit avec l'accord du metteur en scène, ou le metteur en scène n'est pas d'accord, il va voir l'artiste, il dit non, c'est comme ça, et il faut s'y habituer, t'es une professionnelle. Voilà, ça se passe comme ça. Non, mais c'est vrai. Là où il y a le plus de soucis avec la lumière, et pourtant les gens ne réclament pas, c'est dans le ballet. Parce que, comment vous expliquer, quand vous voyez la cage de scène, dans un ballet, il y a des projecteurs latéraux qui éclairent de chaque côté. Mais il y a chaque fois des traversées des rues, si vous voulez. Il y en a 4, 5. Et dans chaque rue, il y a 5 à 6 projecteurs qui traversent et qui sont allumés. Et si vous dansez, vous tournez, vous voyez tous ces points lumineux, tous ces projecteurs. Eh bien, c'est des gens qui sont
pratiquement pendant tout le spectacle éblouis. Mais c'est les seuls qui réclament pas, vous voyez. Alors quand vous avez une chanteuse... Mais en général, les chanteurs d'opéra et tous les solistes ne réclament moins. Ceux qui réclament le plus, c'est les choristes. C'est drôle. C'est eux qui réclament le plus. Le plus compliqué à éclairer à l'opéra, c'est un orchestre. Oui. Des fois, quand il y a un récital, un concert sur scène, c'est ce qu'il y a de plus chiant à éclairer parce qu'ils sont vraiment exécrables, quoi, ces gens. Effectivement, on comprend. S'ils sont éblouis, ils ne voient plus la partition. Non, mais oui, bien mais sûr. on fait en sorte de ne pas les éblouir. Hein. Pratiquement 80% de la lumière, elle vient en contre-jour. On essaye un peu du latéral, de face, pratiquement rien. Non, on essaie, mais alors ils ont des mauvais reflets sur la partition ou des trucs comme ça, quoi. Ils cherchent vraiment la petite bête. C'est pareil si vous avez un spectacle où il y a de la fumée. Ça nous arrive. Donc c'est des fumées à base d'huile et tout. Mais le simple truc de fumée qui va vers la salle, eh ben, je peux vous garantir que les gens commencent à tousser sans qu'il y ait de fumée dans la salle. Non, mais c'est véridique, c'est comme ça. Je peux comprendre, c'est comme ça. Hein. Alors... vous avez dit qu'on ne dit pas, on dit fil de chanvre. On dit un fil et pas une corde. Est-ce qu'il y a beaucoup de superstitions? Oui, il y en avait. Et ça se perd, à part le fil, où on dit toujours un fil et pas une corde. Mais il y a d'autres choses. Le verre, avant le verre, n'était pas auto... Pardon? Ah, peut-être, non. Le verre, à un moment donné, le verre était défendu. Alors, je ne sais pas pourquoi, ou alors à l'époque de Napoléon, il peignait trop en verre, je ne sais pas. Avoir une casquette sur scène, c'était défendu. Siffler sur un plateau, sur une scène, c'était défendu. Mais ça, c'est toutes des petites choses qui se perdent. Ça... Il paraît, d'après les premiers machinistes, c'était des marins. Et donc, il fallait pas siffler sur une scène parce que les ordres se donnaient au sifflet. Alors voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez utiliser l'holographie pour l'éclairage? Non, on l'a jamais utilisé. Moi, j'en ai jamais personnellement utilisé, mais c'est pas incompatible. Oui, je pense. Je sais pas, il faudrait essayer, mais on a... Non. Ouais. Non, on n'a pas eu de demande de cet ordre-là. Le seul truc qu'on a essayé une fois, c'est le laser, mais c'est très compliqué à manipuler aussi, donc on a... De toute façon, le laser, c'est une machine... C'est très dangereux, hein. Énorme. Il y en avait un à Karlsruhe, on était intéressés, on voulait l'acheter. Ouais. Je suis allé voir sur place. Il fallait voir, c'était dans une cage grillagée. C'était un truc énorme. Avec de le refroidisseur par eau. Avec refroidisseur par eau et tout. C'est très compliqué. Et bon, on a laissé tomber, quoi. Et en fin de compte, regardez aujourd'hui, des spectacles de laser dans les opéras, il n'y en a plus tellement. Il y a une époque où ils ont essayé, ils ont commencé à tâtonner là-dedans, mais on va appeler ça 25 ans en arrière. Mais après, ils ont laissé tomber parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça apporte le laser à part un effet spécial? Je pense pas, en revenant en arrière, que la LED est vraiment dangereux pour les yeux, parce que sinon, ils ne le feraient pas. Hein. Il y en a qui font l'amalgame avec les petites lampes de poche où il y a un pointeur qui est dangereux, mais je pense pas qu'une optique ou un galet avec 60 LED dessus ne brûle pas les yeux. Je pense pas, parce que sinon il pourrait pas le faire. C'est sûr, si tu as le point chaud dans l'œil pendant... ça, même une ampoule de 100 watts pour regarder dans le point chaud de la lampe, ça vous fait mal. Mais je ne pense pas que... En fait, ce qui est dangereux dans la LED, c'est le rendu du spectre lumineux. Et du coup, c'est vrai que c'est nocif quand on l'utilise de manière domestique. C'est-à-dire pour lire, en fait, les liseuses, c'est ça qui est dangereux. Mais pour le spectacle, le comédien, il a 1 heure, 2 heures, c'est pas très grave. Voilà. Alors, moi, j'ai éventuellement une dernière question, si on n'a pas d'autres. Donc, vous avez dit, à la base de votre formation, vous étiez électricien en bâtiment et vous êtes reporté vers l'opéra. Et on voit, notamment d'après ce que vous dites, c'est que l'éclairage, c'est aussi une dimension artistique. Vous devez avoir une vision. Vous parlez d'éclairage romantique, éclairage comme ça. Est-ce que vous êtes porté vers l'opéra parce que vous aviez envie de faire de l'artistique, ou est-ce que c'est l'artistique qui est venu avec la pratique et C'est un pur hasard. L'artistique est venu en pratiquant. J'avais aucun truc artistique avant de venir à l'opéra.
Et déjà, aucune notion d'opéra. Aucune notion. Et en pratiquant, de faire ça, ça m'a plu. Et de voir vivre un spectacle, parce que c'est un tout, ça plaît. Et puis de faire partie d'une chose comme ça, c'est quand même formidable. Mais il y a des gens qui peuvent travailler à l'opéra et de très bons techniciens sans avoir la fibre artistique. Hein. On ne peut pas avoir les deux. Hein. Ou il y en a qui ont les deux, tant mieux. Mais je veux dire, voilà, il y en a qui sont de bons techniciens qui peuvent tout réaliser, mais au niveau artistique, c'est pas ça, quoi. Ou un bon électricien de plateau, comme on peut appeler ça vulgairement si on veut, sera un bon élément pour faire des montages, pour câbler, pour patcher les DMX, tout ça. Mais de refaire un éclairage, il ne voudra pas le faire parce qu'il ne s'en sent pas capable, parce qu'il n'a pas cette fibre artistique. Tout dépend de l'aide, quoi. Mais je ne pense pas que la fibre artistique, dans aucune école, ça s'apprend. Hein. Ou on l'a, ou on l'a pas. Hein. Moi, j'avais un autre cursus que lui. Moi, j'ai commencé comme électricien, bien sûr. Et après, je me suis dirigé sur la projection. J'étais projectionniste dans un des plus grands cinémas de Strasbourg, le Broglie, pour ceux qui ont connu. Le plus grand écran de Strasbourg, d'ailleurs, 20 mètres de large sur 10 mètres de haut. Pas de pub, hein, pas de pub. Hein. C'était l'ancien écran du Cinérama. Ouais. Donc moi, j'ai travaillé là-dedans pendant une dizaine d'années, avant que mon frangin m'ait mis le pied à l'étrier. Mais c'est vrai que quand je suis rentré à l'opéra, je ne peux pas dire que je regardais ça. Hein, non. Mais je ne sais pas, au bout du deuxième ou troisième spectacle, il y a quelque chose qui vous entraîne. Et bien sûr, il y a des choses qui sont rébarbatives. Hein. Oui. Il y a des opéras que je ne conseillerais pas à des gens pour venir une première fois à l'opéra. Non. Mais après, il y a d'autres choses qui sont géniales, qui vous clouent au fauteuil, quoi. Même en fermant les yeux, c'est beau. Même en fermant les yeux. Nous, la satisfaction qu'on a, c'est vraiment en voyant les gens sortir ravis. Ah oui. Ah oui. Au moins du travail que nous, on a accompli. Il y a des choses certainement qui leur plaisent pas, mais notre travail à nous, parce que bon, parfois il y a des jours où vous faites quand même 12 heures, pendant une semaine, vous faites pratiquement tous les jours 12 heures par jour, c'est long. Hein. Alors bon, c'est vrai qu'il faut être là-bas le matin à 8 heures jusqu'au soir à 23 heures, mais c'est comme ça. Surtout les tournées étaient longues, une semaine de tournée, c'était tous les jours 12 à 13 heures par jour. Mais quand on voit un public satisfait, on s'en fout hein, d'avoir travaillé 12-13 heures, hein, c'est ça. Hein. Mon plus grand souvenir, c'est on a monté Carmen sur le parking du Racing, enfin à Couvignal. On avait un chapiteau de 2000 places, un des plus grands chapiteaux de France. Ça, c'est mon plus grand souvenir, vraiment. C'était les gens se levaient à la fin. Les gens étaient debout. Ça, c'est mon plus grand souvenir et j'étais fier d'avoir fait partie de cette production. C'est vraiment beau. Hein. Ouais. Est-ce que vous entendez les applaudissements? Oui. Oui, dans la cabine lumière, oui, on les entend. Oui. Si, on les... Même sur scène, on les entend. Hein. Et ça vous prend à la gorge, hein Oui, mais on entend. On entend aussi le contraire quand c'est hué. On en prend aussi une partie pour nous, hein. Ça vous prend à la gorge quand vous voyez les gens qui sont ravis et même il y en a qui se retournent vers la cabine de lumière pour applaudir. Enfin, moi, ce que je peux dire, j'ai passé quand même 39 ans. J'aurais jamais pu passer 39 ans de ma vie dans un endroit plus merveilleux que celui-là de l'opéra en soi. Quoi. Ah oui, moi, j'ai eu la chance de tomber là-dedans, mais on est des privilégiés. J'ai pas vu ma carrière passer, hein. Pas du tout. Des privilégiés d'avoir pu travailler dans le spectacle vivant comme ça, c'est quand même extraordinaire. Hein. Et on a voyagé. Mais je souhaite à tous les jeunes de trouver un travail. Déjà, de se lever le matin et de faire une chose qu'on aime, c'est déjà important. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de se lever le matin et de faire une chose qu'on n'aime pas. Mais quand on se lève et qu'on aime, bon, c'était pas rose tous les jours non plus, il y a des jours où on a... Il y a des jours où mais ça marche pas. En fin de compte, c'est quand même un travail formidable. On a eu de la chance. Voilà. Ouais. Alors j'espère que beaucoup de gens auront cette chance. Et tant que moi j'étais chef de service ou mon frère, on a quand même essayé de donner une chance à des jeunes. Parce que je trouve on l'a eu nous. Pourquoi pas la donner aux autres, surtout aux jeunes maintenant, parce que comme c'est quand même assez difficile. Alors,
qu'un gars, maintenant, il est ça comme bagage, ça comme examen. Je m'en fous, hein, même s'il n'a rien. Je veux dire, et s'il veut, et quand quelqu'un veut, il peut, et il faut leur laisser la chance comme ça. Moi, j'ai embauché un gars, il n'a même pas de CAP. Ouais. Et en ce moment, c'est notre responsable des effets spéciaux. Ouais. Didier, il fait des choses, mais c'est incroyable, ce garçon, c'est un magicien, c'est une autre dimension. Ce mec, le directeur technique, Jacques, à l'époque, il m'avait dit « Ouais, mais il n'a pas d'examen. » Mais j'ai dit « On s'en fout des examens. On sait ce qu'il vaut. » Enfin, il y a quand même de très bonnes écoles aujourd'hui. Non, mais je ne suis pas contre les écoles. Hein, Non, mais on critique pas les écoles. Bien après, chaque théâtre, il forme les gens comme il en a besoin. C'est-à-dire qu'il y a 30, 35, 40 ans, il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'école. L'école, c'était d'apprendre et c'était en autodidacte. Aujourd'hui, il y a même des BTS éclairagistes. C'est-à-dire Bac plus 2. Oui. Ça n'existait pas. Oui, mais tu arrives sur un plateau avec ton BTS, bon... Il y a de bonnes universités. Après tu sais, nous connaissons des directeurs, des metteurs en scène, qui déjà, c'était une mauvaise note pour toi. Quand tu arrivais avec un diplôme comme ça, ou alors ils se sentaient diminués, j'en sais rien. Mais déjà, c'était mal barré, tu vois. Quand ils pouvaient te coincer, ils essayaient de te coincer. Mais les écoles, moi je suis pour. Oui, il y a de bonnes écoles. Non, mais on ne dit pas ça. Hein. Non, il faut mais je veux dire... Voilà. Nous, on n'avait pas de bagage technique au départ. Ça a duré, c'était quand même difficile à vivre. Quoi. Oui. Après, un jeune qui vient avec un BTS, bien sûr, il a quand même tout ce qui est asservi et tous ces trucs, il sait de quoi il parle. Hein. Là, nous-mêmes, on serait plus compétents pour parler avec ces gens-là. Mais bon. Mais après, il n'y a pas que ça, tu vois. Moi, je dis, au départ, il y a une fibre artistique. Celle-là, tu n'as aucune école qui peut te l'enseigner. Après, tu as des professionnels qui ont un gros savoir, comme nous, on a eu la chance de tomber sur notre directeur du ballet, qui adorait la lumière. La lumière, c'était son bébé. Donc, on passait des heures. Et quand il a vu que tu le suivais, alors là, c'était tout pour toi, quoi. Franchement. Et ça a été notre chance à tous les deux, d'être tombés sur ce bonhomme. René Terrasson, pareil. René Terrasson, qui était un grand metteur en scène, il faisait aussi de la lumière. Il n'y a jamais eu d'éclairagiste. Hein. On faisait son assistant au truc. Et crois-moi, des fois, c'était difficile de travailler avec lui. Parce qu'il y a des jours, il arrivait avec 3 grammes. Il savait plus qu'on avait fait la veille. Alors, il voyait des scènes. Il disait, non, jamais on a fait ça. Mais si, on a fait ça. Mais ça se dit pas. Hein? Ça se dit pas. Il était ému et c'est artistique. C'est vrai. Faut le dire, hein. Mais quand même, il y a des choses à retenir de ces gens-là. Et c'est des gens-là qui nous ont apporté beaucoup de choses. Il faut dire ce qui est. Heureusement qu'il y a eu cette période pour nous. Aujourd'hui, les jeunes ont peut-être plus cette chance. Hein. Maintenant, j'espère que cette petite conférence vous donnera envie quand même de venir à l'opéra. Hein. On aura gagné ça, nous. Voilà. C'était le parce but, que... Oui, je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci pour votre conférence très intéressante et merci de nous avoir fait rire aussi. Et merci à Christian et l'association Luminaris également. Alors pour ceux qui sont intéressés rapidement, n'oubliez pas, vendredi, il y a une conférence d'Hervé Letreux intitulée « Les changements climatiques à l'horizon du XXIe siècle, les enjeux de la COP21 » qui aura lieu dans l'amphi Cavaillès, donc dans le grand amphithéâtre. Et la semaine prochaine, nous accueillerons Daniel Quinn et Rémi Schlichter pour une conférence sur l'hypnose médicale. Voilà, donc on vous attend très nombreux. Et c'est toujours dans la même salle. Voilà. Bonne fin de journée.